Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel avis lecture. Ça va être un avis lecture assez court parce que en ce moment, je lis peu, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai donc 4 lectures à vous présenter, mais je voulais pas non plus prendre trop de retard. Et vous allez voir que ça reste quand même de très chouettes lectures. Peu de lectures, ça veut pas dire pas de bonnes lectures, heureusement, sinon ça serait vraiment triste. Et vous allez voir également que 2 de ces lectures rentrent dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc de ce côté-là, j'avance quand même un petit peu sur mon challenge. La première lecture qui rentre dans le challenge, c'est Anne of the Island de Lucy Maud Montgomery. On est donc ici sur le 3e tome des aventures de Anne of Green Gables. On ne présente plus cette saga. Dans ce 3e tome, qui je crois en français a été traduit sous le titre de Anne de Redmond, il me semble, mais je me trompe peut-être. Dans ce 3e tome, donc, on va suivre les premiers pas de Anne à l'université, et ensuite, à travers tout ce tome, on va voir en fait l'intégralité de ses années à l'université. Donc on s'attarde beaucoup sur la première année, ensuite ça accélère et on se retrouve à la fin de sa 4e année. Donc on voit vraiment toutes ses études et on voit surtout la découverte pour Anne d'une vie très indépendante dans la mesure où elle n'est plus donc forcément à Green Gables, elle est à Redmond, donc elle est assez loin de chez elle, elle vit avec des colocataires et une chaperonne, heureusement. La bonne morale veut qu'elle ne puisse pas vivre toute seule, ces 4 colocataires, elles ont bien évidemment une chaperonne, mais en tout cas elle ne vit plus avec Marilla. Donc voilà, c'est un petit peu les débuts de l'indépendance. Et également ce tome se centre sur les déboires amoureux de Anne et ils sont nombreux. C'était très drôle mais aussi très touchant. Il y a quelque chose qui se produit à la fin de ce tome que je pense, si vous lisez comme moi les aventures de Anne, vous attendiez depuis un certain temps. Donc j'étais vraiment très contente de voir ça arriver. J'aime toujours autant la plume de Lucy Maud Montgomery. Vu que Anne grandit, on a un petit peu moins les longueurs très poétiques et très romantiques qu'elle pouvait avoir étant plus jeune avec son imagination débordante, mais en contrepartie, on a des petites piques d'humour qui n'étaient pas forcément là auparavant, et c'est très chouette, c'est vraiment très doudou, très réconfortant. Ce qui me fait entre guillemets un petit peu de peine, c'est de savoir que forcément dans les tomes qui vont arriver, et ben justement cette tendance va s'accélérer, c'est-à-dire que Anne va être vraiment à l'âge adulte. Je ne sais pas si elle va avoir des enfants, mais vu l'époque à laquelle ça a été publié, je pense que je peux parier sans trop me tromper qu'elle aura des enfants très bientôt. Mais donc nécessairement on va perdre encore un petit peu ce côté très imagination, très aventure, etc. Et peut-être se recentrer sur le côté plus petite anecdote de la vie quotidienne, de la vie entre guillemets domestique. Donc ça me fait un petit pincement au cœur, mais en même temps je suis très contente d'arriver à ce moment où en fait Anne et moi, même si elle est plus jeune que moi, on est grosso modo au même stade de notre vie, et c'est vraiment très agréable à lire. J'adore cette saga, je pense que vous le savez, je vous en parle très régulièrement, et ce tome ne fait pas exception. C'est drôle parce que pour l'instant mes 3 tomes de Anne sont dans des éditions différentes. Je pense que le prochain sera probablement dans une édition différente parce que je ne crois pas qu'il y ait d'édition comme celle-ci pour les tomes suivants. Celle-là était déjà très jolie, mais voilà, donc j'ai une collection très dépareillée, mais pour chacun des tomes, le tome a une signification, a une importance, son édition a été achetée pour une raison spécifique ou à une occasion particulière. Donc voilà, c'est ma collection complètement dépareillée, mais qui a du sens pour moi et j'en suis ravie. Et bah écoutez, je sais pas ce que je peux vous dire de plus parce que je pense que vous comprenez que si je vous recommande Anne à peu près, je sais pas, 2 fois par an, je pense que j'en lis un nouveau, et je vous tanne régulièrement en dehors de mes avis lecture avec Anne. Je sais pas quoi vous dire de plus, lisez Anne de Green Gables, je pense qu'elle peut plaire à vraiment un très grand public. C'est pas du tout réservé à un public jeunesse et encore moins à un public féminin, donc ne vous laissez pas entre guillemets refroidir par l'étiquette que peut avoir cette saga, l'étiquette aussi un peu vieillotte qu'elle peut avoir. Si c'est un des plus grands succès de la littérature jeunesse anglophone, et ben il y a une raison, et je pense que vous gagnerez à essayer. J'ai ensuite enchaîné sur une lecture qui est un genre vraiment très différent, et cette lecture fait un peu exception à ma panne de lecture actuelle dans la mesure où elle fait un peu plus de 300 pages et je l'ai lu en moins de 48 heures. Il s'agit de Luck and Booth de Jenny Fagan. Je l'ai lu dans des circonstances un petit peu particulières, j'étais toute seule à la maison parce que mon chéri était en déplacement pour plusieurs jours, et en plus ce jour-là on a eu une panne d'internet, donc autant vous dire qu'une fois que j'avais terminé le travail, bah, en fait j'avais pas grand chose à faire à part
lire ou éventuellement dessiner. Et j'avais très mal au crâne je crois, donc je ne voulais pas peindre ou dessiner. Et donc je me suis lancée dans Lock and Booth et bah voilà, je vous le dis, je l'ai lu en moins de 48 heures. C'était vraiment une expérience assez particulière, mais c'était super chouette et je suis contente de l'avoir lu en aussi peu de temps parce que ça m'a permis de rester en immersion. Ce livre fait donc partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et laissez-moi vous dire que j'ai vraiment choisi le très bon moment pour le lire et heureusement que mon chéri est arrivé je crois le deuxième jour. J'étais en train de le terminer quand il est rentré de France et ben heureusement je vous le dis parce que ce livre est clairement un petit peu creepy. Je vais vous parler un petit peu du résumé et en même temps je veux pas vous spoiler, je veux surtout vous parler de l'ambiance. En fait au début de ce livre on est en 1910, oui c'est ça, on est en 1910, on se trouve ici à Édimbourg en Écosse, dans la vieille ville et un riche marchand qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme va pactiser avec le diable et le diable va lui dire eh bien je t'envoie ma fille et elle portera un enfant pour vous. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu et on va se retrouver à ce que, je vous laisserai découvrir pourquoi, la fille du diable va donc porter l'enfant de ce couple mais va lancer une malédiction sur cet homme et sur l'immeuble dont il est propriétaire. Cet immeuble c'est le numéro 10 Lock and Booth Close, donc dans la vieille ville. Et ensuite à travers ce roman on va suivre plusieurs générations de locataires de cet immeuble qui vont devoir donc vivre avec cette malédiction et je m'en arrête là pour le résumé. On est donc clairement sur un livre fantastique mais en même temps pas tant que ça. Oui il y a des choses surnaturelles, notamment la fille du diable évidemment, mais ce n'est pas là le cœur du roman. Le cœur du roman c'est vraiment la vie et les malheurs des habitants de cet immeuble avec en toile de fond une histoire d'amour qui est, si elle est tragique, et somme toute très belle. Ça m'a énormément touchée et le tout est servi par une plume vraiment d'une excellente qualité. J'ai adoré la plume de Jenny Fagan. Au début j'étais un petit peu déboussolée parce qu'il y a beaucoup de digressions, il y a un style assez tranché, assez marqué avec des métaphores que j'avais parfois du mal à suivre et une fois que je me suis laissée embarquer, j'ai adoré. L'atmosphère de ce roman est absolument unique, je ne suis pas sûre de relire quelque chose comme ça. Ça a été un très joli coup de cœur, peut-être pas un énorme coup de cœur, mais il y avait beaucoup d'émotions dans ce livre. Il y avait pas mal de réflexions, on voit la ville et la vie changer en parallèle avec les habitants du numéro 10 Lock and Booth Close et c'était vraiment unique. Voilà, je peux pas vous dire que ça plaira à tout le monde parce que non, je le sais, ça ne plaira pas à tout le monde. J'ai d'ailleurs regardé quelques retours sur Goodreads après l'avoir fini et j'ai vu que pas mal de gens avaient eu du mal à dépasser la première partie et je le comprends. Mais donc voilà, peut-être que c'est dû au fait que j'ai pu le lire en aussi peu de temps et que j'étais réellement en immersion, que la saison et la météo se prêtaient aussi à cette ambiance si particulière. Mais toujours est-il que je vous le conseille, je vais découvrir avec plaisir les autres romans de l'autrice. C'est vraiment une plume très particulière mais qui a vraiment très bien fonctionné avec moi. Et bon bah là, au jour où je tourne, on est au 1er novembre, je vais publier cette vidéo je pense dans 2 jours, donc Halloween sera passé, c'est dommage parce que honnêtement je vous l'aurais conseillé comme lecture d'Halloween, mais si vous avez l'occasion de le lire, en tout cas à la saison froide, automne, hiver, ça ira franchement sans problème. Voilà, une ambiance vraiment très particulière qui rejoint un petit peu les clichés de l'Écosse du siècle dernier, c'est-à-dire une Écosse sale avec des rues malfamées, etc. On est très loin des prairies vertes, des collines magnifiques, des grandes étendues, etc. On est plus dans les clichés de l'Écosse victorienne et géorgienne, mais ça marche vraiment très bien. C'était une super expérience de lecture et je ne peux que vous la recommander. Et ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, mais quand je suis en pleine de lecture, et bah écoutez, je prends ce qui vient. Je me suis fait un aussitôt reçu, aussitôt lu avec le tome 1 de La Selkie de Megara Nolan. On est ici sur un roman auto-édité. En fait, j'étais en train de lire, je crois, Lock and Booth, et en me baladant sur Instagram, j'ai vu quelqu'un parler de ce roman. Déjà, le titre, forcément, m'a intriguée, parce que le Selkie, c'est un mythe écossais. Et ensuite, en regardant le résumé, je me suis dit, oulala, il me le faut. On est ici sur une histoire d'enquête surnaturelle qui se passe en Écosse, donc j'ai terminé Lock and Booth. Celui-là est arrivé dans la boîte aux lettres le jour même, et je m'y suis mise tout de suite. Alors j'ai mis beaucoup plus de temps que Lock and Booth à le lire, j'ai mis environ une semaine alors qu'il n'est pas très gros, il fait 300 pages, mais ce n'est pas du tout parce que c'était mauvais, loin de là, vraiment loin de là, c'est juste que ma palette de lecture était revenue un petit peu, et puis bah mon chéri était revenu, internet était revenu, donc forcément j'avais d'autres choses à faire, mais ça a été une très chouette lecture, honnêtement on n'est pas passé loin du coup de cœur.
cœur. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas aussi amusée avec une histoire d'enquête surnaturelle. Vous le savez peut-être parce que je vous en parle régulièrement, c'est un genre que j'aime beaucoup mais avec lequel en général je n'ai pas non plus des expériences dingues. C'est très très rare, je crois que ça n'est d'ailleurs jamais arrivé que j'ai un réel coup de cœur avec des histoires d'enquête surnaturelle, mais donc celui-là est peut-être celui qui s'en rapproche le plus. On est sur une saga en 3 tomes et pour tout vous dire, je l'ai fini hier soir et depuis hier soir je me tâte à me commander les tomes 2 et 3 pour les enchaîner, mais pour le coup la raison a repris le dessus et me dit non, 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 t'as vu la taille de ta pile à lire, tu vas pas te rajouter 2 romans, donc bon, je me laisse encore un petit moment pour réfléchir, mais j'ai très 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 envie d'enchaîner sur les 2 autres tomes, d'autant que je crois que au pire ils sont disponibles en audiobook, j'ai vu, donc ça serait peut-être un bon compromis de me les prendre en audiobook et pas en papier, et comme ça je culpabiliserais peut-être un peu moins. Je sais pas, à voir, mais en tout cas je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette saga sur ma chaîne et de manière générale de cette autrice, parce que ce qui a fait pour moi la force de ce roman entre autres, c'est la plume de l'autrice, et j'en arrive enfin à vous parler du résumé et de mon avis réel sur ce livre. Dans ce livre on va suivre Bree. Bree en fait c'est une Selkie. Une Selkie, qu'est-ce que c'est? Donc ça fait partie du folklore écossais, ce sont des femmes phoques qui vivent dans la mer, et en fait si un humain tombe amoureux d'elles et qu'ils arrivent à les faire venir sur Terre, elles se transforment en humaines avec 2 jambes et 2 bras. Le problème c'est que si cet humain décide de vouloir les garder pour lui tout seul, et ben ils ont qu'à cacher leur peau de phoque et elles sont alors prisonnières du monde des humains et ne peuvent pas retourner dans la mer. Voilà pour le point folklorique. Et donc Bree fait partie de ces Selkie qui ont été piégés par un humain, ou en tout cas qui ont été piégés par quelqu'un, et qui donc se retrouvent coincés dans le monde des hommes. Elle, c'est quelque chose qu'elle vit très mal. Elle a mené l'enquête pendant très très longtemps pour retrouver sa peau et ne l'a malheureusement jamais retrouvée. Il faut savoir que les Selkies sont immortels, donc Bree, ça fait plusieurs siècles qu'elle est dans le monde des humains et elle a été embauchée comme enquêtrice à la BPCM, c'est-à-dire la Brigade de protection des créatures magiques. Elle est basée à Édimbourg et elle a par exemple dans ses collègues, son boss c'est un Jotun, donc un géant de la mythologie nordique, et son boss va lui refiler la protection d'un nouvel arrivant, Jace, qui serait potentiellement le dernier oracle de ce monde, parce que les oracles, donc les gens qui seraient capables de prédire l'avenir, auraient disparu, à l'exception de Jace. Et évidemment, vous vous en doutez, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Elle va se retrouver au milieu de ce qui semble être une conspiration qui aurait des tentacules assez forts et assez longs, et donc elle va se lier d'amitié et plus si affinité avec Jace. J'ai vraiment adoré. La plume était de très très grande qualité. J'ai relevé 1 ou 2 coquilles, mais honnêtement, j'ai parfois vu bien plus de coquilles dans des livres publiés par de grandes maisons d'édition, donc je pense qu'il faut en finir avec le cliché de auto-édition égale mal édité. Non, non, non. Regardez-moi la qualité du travail sur la couverture, on est sur un très très beau livre. Je vous le dis, une plume de bonne qualité avec vraiment très peu d'erreurs. Je crois que j'en ai relevé 2 ou 3 maximum. Ouais, ça doit être ça, 3 au grand maximum. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Honnêtement, si ça s'était pas passé en Écosse, est-ce que j'aurais aimé autant? Peut-être pas, parce que oui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de retrouver des endroits que je connais, que ce soit ici à Édimbourg ou ailleurs en Écosse, des endroits que j'adore par ailleurs, mais je pense que je me serais quand même attachée au personnage si ça avait été dans un autre décor, simplement c'était un peu la cerise sur le gâteau. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que à chaque début de chapitre, vous avez une fiche sur une créature que l'on croise dans les romans. Par exemple, ici, vous avez le bonnet rouge, qui lui aussi fait partie du folklore écossais. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit si ça vous intéresse. Mais donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé un petit peu vite fait le résumé du tome 2, et je crois que au début du tome 2, en tout cas, on se situe dans le passé, à Londres. Donc ça aussi, ça me fait très envie. Mais voilà, en tout cas, que ça soit maintenant, si je me les achète, ou plus tard, sachez que vous allez de nouveau entendre parler de cette saga, c'est sûr, et que je vous la recommande vivement dès aujourd'hui. Et on en arrive à la dernière lecture de cet avis lecture. Si je n'ai rien dans les mains, c'est parce que c'était un livre audio. Je me suis écoutée sur ces 3 dernières semaines The Mobster's Lament de Ray Celestin, qui est le tome 3 de, comment ça s'appelle la saga? The City Quartet, il me manque un mot.
Bref, le premier tome c'est The Axeman's Jazz, le deuxième tome c'est Dead Man's Blues, et donc on est ici sur le troisième tome. Vous vous souvenez, le premier tome se passe en 1919 à la Nouvelle-Orléans avec le tueur à la hache. Le deuxième tome se passe à la fin des années 20, donc en plein cœur de la Prohibition à Chicago avec entre autres Al Capone. Et ici on est après la guerre à New York, donc je crois qu'on est en 47, ouais c'est ça, on est en 47 à New York. On est avec entre guillemets la seconde génération de gangsters, on est en pleine chasse aux sorcières, donc tout ce qui est les relations avec le communisme, etc., etc. Et on retrouve donc notre duo d'enquêteurs qui sont Michael et Ida. Michael, lui, a pris sa retraite, il a 70 ans et il essaye d'aider son fils qui a été accusé, a priori injustement, d'un meurtre assez horrible. Et Ida, elle, a refait sa vie après tout ce qui leur est arrivé dans les tomes 1 et 2, et elle a ouvert sa propre agence de détective à Chicago, et elle vient pour donner un coup de main à Michael pour aider à sortir son fils du pétrin. En parallèle, on va suivre Gabriel. Gabriel, c'est un mafieux qui travaille pour la famille de Frank Costello, qui est un peu comment on dit, El Capo de tutti capi, qui est le chef, le chef de la mafia américaine. Et en fait, Gabriel, lui, il a la particularité de vouloir s'échapper et sortir de ce système de la mafia. Sauf que vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi facile que ça. Et le problème, c'est qu'il va arriver un moment où ça y est, son plan pour se sortir de tout ça est fin prêt. Sauf que Frank Costello va lui donner une énorme mission. Et Gabriel se rend bien compte que s'il ne remplit pas cette mission, eh bien non seulement ça va être très difficile de s'échapper, mais en plus il aura l'intégralité de la mafia américaine à ses trousses pour le restant de ses jours. Je vous ai déjà rabattu aussi les oreilles avec cette saga, mais j'ai encore adoré ce tome 3. Comme pour le tome 2, j'ai adoré la version audio, c'était le même narrateur et c'était vraiment excellent. Juste pour vous réexpliquer pourquoi j'aime tellement le format audio pour cette saga en particulier, c'est parce que d'une part, comme je vous le dis, le narrateur est très bon, et d'autre part, en fait, dans le roman, à chaque début de partie, vous avez des extraits de journaux ou de documents historiques, et donc écouter ce livre en format audio, c'est un petit peu comme écouter un podcast. L'auteur a vraiment fait un énorme travail de recherche du point de vue historique. Honnêtement, à chaque fois que j'écoute un tome de cette saga, ou que je le lis en papier, mais bref, à chaque fois que je découvre un nouveau tome de cette saga, j'apprends des choses sur l'histoire américaine, alors que pourtant, je pense en savoir déjà un petit peu quand même sur l'histoire américaine à cette période. Les gangsters, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime pas parler du thème de fascination parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et là j'ai adoré voir en fait la facette notamment du lien entre les mafieux à l'époque et le système politique avec la lutte contre le communisme. On a comme toujours dans cette saga des questions très importantes qui sont soulevées, notamment le racisme. Ici on va également aborder la question de l'homophobie à l'époque, l'homophobie en tant qu'institution légale et juridique. Bref, c'était passionnant. J'ai eu beaucoup de mal, comme chaque fois, à quitter nos personnages à la fin du tome. Et en plus, comme je vous l'ai dit, comme on change d'époque à chaque tome, on a un petit peu des énormes trous dans leur vie entre chaque, mais c'est pas pourtant qu'on s'attache moins à eux, peut-être même au contraire, parce que du coup, on découvre de nouvelles facettes de leur vie, de leur famille, de ce qui a pu leur arriver entre deux, etc., etc. Et je dois dire que je suis un peu triste de savoir qu'il ne me reste qu'un tome. Le prochain tome se passe à la fin des années 60 à Los Angeles, et j'ai vraiment hâte de retrouver nos héros, ou en tout cas Ida, parce que malheureusement je pense que Michael, vu qu'il avait déjà 70 ans à la fin des années 40, à la fin des années 60, je suis pas sûre qu'on le retrouve. C'est pas vraiment un spoiler, hein, c'est juste l'état naturel des choses, mais en tout cas retrouver Ida c'est sûr, et j'en serais ravie. Franchement, si vous cherchez une lecture, que ce soit pour le Black November ou si vous êtes des amateurs de thriller historique en général, je vous recommande cette saga à 1000%. On ne s'ennuie pas. Dans ce tome encore, on avait la présence de Louis Armstrong, et j'aime beaucoup cette petite touche qui fait le lien avec le monde de la musique, le monde du jazz, mais qui permet également de mettre en lumière, comme je vous le disais tout à l'heure, les questions de racisme, même au sein de l'industrie musicale. Bref, c'était encore une très chouette expérience, que ce soit expérience au niveau de l'histoire ou en tant qu'expérience audio. Je vous la recommande vraiment très fortement, et c'est sur cette note ma foi très positive, et d'ailleurs ça a été le cas pour les 4 romans dont je vous ai parlé, c'est sur cette note très positive que je termine cet avis lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout n'hésitez pas à me dire si l'un de ces ouvrages vous fait envie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne, ça reste encore de recommander cette chaîne ou cette vidéo en particulier à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi
Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cet avis lecture jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!